Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkov reçoit l'économiste Jean de Kervasdoué qui nous parlera de son dernier livre, La Grande Mystification, écologie, une imposture qui ne dit pas son nom, aux éditions Albin Michel. Alors, Jean de Kervasdoué, je rappelle que vous n'êtes pas seulement économiste, notamment économiste de la santé, vous êtes aussi agroforestier. Vous êtes membre de l'Académie des technologies et puis beaucoup d'autres choses. Mais alors, c'est intéressant cette grande mystification qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Vous avez déjà écrit sur l'écologie, mais là, vous n'y allez pas, effectivement. L'épée n'est pas restée dans le fourreau et vous y allez, effectivement, à flamberge au vent. Et ce que vous dites, en fait, quelque part, faut le dire, c'est que les écologistes ont tué, ou en tout cas, cherchent à tuer l'écologie, quelque part. Oui. Alors d'abord, si je reprends l'épée, comme vous dites, c'est parce que les conséquences sont sérieuses. C'est-à-dire l'augmentation de notre note d'électricité a été multipliée par 2,4, donc 240%, 2,4 en 15 ans. Et tous ceux qui nous écoutent le savent, voilà, et on va d'ailleurs continuer à augmenter. On a une baisse de la production industrielle. On voit aujourd'hui dans la presse Valeo qui ferme des usines. On voit les 200 millions d'euros pour les prochaines éoliennes en mer, oui, etc. Bon. Donc tout ça, c'est grave. Alors, et le paradoxe, c'est que donc ils se sont battus contre le nucléaire, alors que c'est le seul moyen sérieux de limiter les rejets de gaz à effet de serre. Ils se sont battus contre les OGM dont on reparlera parce que nos gens qui nous écoutent en ont peur et j'expliquerai en quoi et ils sont mal informés, alors que c'est le seul moyen de sélectionner des plantes qui peuvent faire deux choses. Résister à la température qui augmente et d'autre part éviter les pesticides. Et on peut continuer. Alors par exemple, les écologistes ou certains écologistes ont brûlé des scieries parce qu'il ne faut pas abattre des arbres. Donc oui. Moi qui ai été forestier, les arbres c'est des êtres vivants, bon, ils naissent, ils poussent, ils grandissent et ils meurent. Donc si on les coupe pas, eh bien on ne stocke pas le carbone en plus qu'il y a dans les planches. Oui, c'est ça. Bon, bref, enfin, tout ça c'est absurde avec une croyance dans une nature qui n'a jamais existé. Oh, et une nature n'a jamais existé, vous dites? Non, quand mais même. La nature elle évolue tout le temps. C'est-à-dire si nous étions il y a 16 000 ans. En fait, c'est pas si vieux que ça. C'est-à-dire, quand vous prenez Khéops, c'est 4500 ans. Donc, il y a la pyramide d'Égypte. Donc, vous faites 3 fois Khéops. Bon, d'abord, la mer était 130 mètres en dessous. Et puis, ici, il y avait des mammouths laineux, des tigres. Des dinosaures, peut-être. Non, pas des dinosaures. Non, c'est beaucoup plus vieux, des dinosaures. Mais le mammouth laineux, oui. Des bisons, des tigres, etc. Et quand on regarde plus récemment le livre de Leroy Ladurie, sur le climat, histoire du climat, donc de l'an 1000 à 2000. Et il a fait très beau au moment des cathédrales, au moment de l'ère gothique. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que les Vikings ont découvert le Groenland, qu'ils ont appelé Greenland, la terre verte. Oui, c'est vrai. Donc, il a commencé à faire froid. La terre verte, oui. Donc, il a commencé à faire froid, ils sont partis. Sous Louis XIV, il faisait très froid, puisque le vin gelait dans les barriques. Et puis, ça a commencé à se réchauffer au XVIIIe, et ça se réchauffe depuis un siècle et demi, à peu près. Alors justement, on va essayer, l'histoire, on pourra en parler très très longuement, mais ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'au fond, tout vient d'une espèce d'ignorance de quoi on parle, d'ignorance vraiment de quoi on parle. Je ne veux pas dire du mal de vos confrères, mais tous les jours, il y a une confusion formidable entre la météo et le climat. Bon. Alors le climat, c'est du long terme. Oui. Alors le climat, c'est du long terme, ça joue sur 30 ans, etc. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc il y a eu des périodes froides, des périodes chaudes, etc. Mais quand on écoute bien, donc malheureusement, les malheureuses personnes dont les maisons ont été inondées, etc., tous les soirs, on nous dit que c'est le climat. Oui, en fait, c'est la météo. On dit que c'est les variations du climat. En fait, alors quand vous verrez, je cite quelques chiffres dans mon livre, rappelant qu'il est tombé là récemment 600 mm de pluie en une journée.
Mais c'est passé exactement la même chose en 1900. Et quand on écoute bien, on vous dit toujours « Ah oui, c'est la plus grande depuis ». Et vous écoutez bien depuis, c'est 50 ans, 60 ans, etc. Donc, alors vous voyez dans les variations de la météo, il y a 2 ans, le président de la République s'est promené sur le lac de Serponçon. Alors bien entendu, à la fin de l'hiver, là où au moment où c'est le plus bas, avant la fonte des neiges, etc. Et les gens qui m'en parlaient, je dis attends, tu vas voir, il va déborder l'année prochaine. Il va marcher sur l'eau. Il va déborder l'année prochaine. Alors pourquoi? Il s'est passé 2 phénomènes. Oui. Le premier, c'est qu'on a donné les permis de construire dans des endroits que l'on sait inondables. Là, c'est l'agroforestier qui vous parle, donc on fait des calculs sur ce genre de sujet, sur la probabilité. Et puis, beaucoup plus grave, c'est que les écologistes ont empêché qu'on cure les fossés et qu'on draine les bras de rivière au nom du maintien des zones humides. Alors, quelque chose qui va parler de ça. Donc, on a tous vu cet hiver des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui. Pas loin du Nord-Pas-de-Calais, il y a la Hollande, 100 km. Les mêmes dépressions. Il n'y a pas eu une maison submergée, tout simplement parce que les Bataves sont de très très beaux hydrauliciens et entretiennent parfaitement leurs fossés. Il y a 30% des maisons en Hollande qui sont en dessous du niveau de la mer, 30% qui sont au même niveau que la mer, et il n'y a pas eu d'inondation. Simplement, nous, on a évité d'entretenir correctement nos fossés et d'avoir des pompes suffisantes pour remonter l'eau, enfin, etc. Mais attendez, vous dites que c'est au nom de quoi? Au nom du maintien des zones humides? Oui, qu'est-ce qui a fait que on n'a pas entretenu oui. Ah ben parce que il y a effectivement des oiseaux qui se reproduisent. Alors ça, c'est un autre phénomène que, sauf les agriculteurs qui nous écoutent, ne connaissent pas, mais il faut 14 autorisations pour entretenir ces taillis. Et on n'a pas le droit de le faire avant les taillis, il faut 14 autorisations, vous dites. Oui. Et donc, les gens ne le font plus. Donc moi, ça m'a beaucoup frappé. Là, je suis allé chez un ami dans le Midi et je me baladais dans les champs avec un petit œil d'agronome, il me reste des traces. Et je me disais, tous les fossés sont bouchés, etc. Donc, c'est du boulot. Hein. Il faut couper, il faut tailler. Et sinon, eh bien, à la première pluie, ça monte. Et alors justement, vous en parlez, en fait c'est ça, c'est les effets pervers, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a des bonnes intentions, mais les effets, les conséquences, on ne les voit pas. Alors moi j'ai un réflexe naturel, comme mon nom l'indique, j'ai été élevé en Bretagne chez les curés, et je me méfie beaucoup des gens qui veulent du bien. Donc en général, ça a des conséquences tout à fait perverses. C'est vrai. C'est quand les effets pervers, on les voit. Alors justement, et vous dites à un moment donné, enfin vous parlez de beaucoup de choses, mais on va parler par exemple, puisque c'est aussi l'actualité, vous dites interdire la vente des moteurs thermiques en 2035 est une ineptie. Alors que tout le monde a dit, mais comment c'est fini, 2035, terminé, moteur thermique. D'ailleurs, vous avez vu que pour entrer dans Paris, si vous avez une vieille voiture au diesel, vous aurez le droit d'entrer 4 fois par an ou 10 fois par an, mais attention, sinon pas plus. Alors, ça, il y a beaucoup de conséquences. Alors, la première, c'est qu'on est en train de mettre en faillite un des atouts de l'Europe, de l'Allemagne et de la France, qui était la voiture à moteur thermique. Le deuxième, c'est que donc on a. Oui, mais enfin, qu'importe. Puisqu'il faut sauver la planète. Oui, attendez, on va y venir après. La deuxième, c'est qu'on est en train de se mettre dans les mains des Chinois, qui ont capté l'essentiel des métaux rares. Alors, ils viennent pas tous de Chine, mais 60% des métaux rares sont raffinés en Chine. Donc, 60% des métaux rares de la planète. De la planète, oui, sont raffinés en Chine. Donc, on est en train de passer d'une dépendance du gaz et du pétrole à une dépendance des métaux rares qui est essentiellement dans les mains de la Chine. Troisièmement, on arrête de faire des progrès sur les moteurs. Vous et moi, André, sommes suffisamment jeunes pour nous souvenir des voitures qui consommaient 13 ou 14 litres au 100.
Maintenant, des bonnes voitures, c'est 5-6 litres. Et donc, et on sait qu'on sait faire des voitures à 2 litres. Bon. Et à 2 litres, le rejet de gaz à effet de serre est beaucoup moins élevé que le rejet de gaz à effet de serre des voitures électriques. Et les particules fines ont diminué de façon drastique. Oui, ça, on sait. Ouais. D'accord. Donc, effectivement, vous dites qu'on ne comprend pas pourquoi, donc, cette interdiction... C'est au nom d'une croyance. Alors, en plus, comme vous le savez, donc, on découvre beaucoup de choses, et j'allais dire malheureusement et heureusement. Malheureusement parce que ça a beaucoup de conséquences, heureusement parce qu'il était encore temps. Donc, quand Poutine a envahi l'Ukraine, et que l'on a coupé le gaz russe, on importe le gaz, donc, pour l'essentiel, maintenant des États-Unis. Et ce gaz est liquéfié, c'est ce qu'on appelle le GNL. Bon. Donc on le collecte, on le compresse, on le liquéfie, on le transporte liquéfié, on le décompresse, enfin, etc. Bon, et le bilan thermique et le bilan carbone de tout ça est bien pire que le bilan d'une voiture au gazoil. Oui, parce qu'il y avait le méthanier qui transporte ce gaz et qui dégage tout ce qui dégage, quoi. Alors il y a une autre folie dont on peut dire un mot, qui est l'hydrogène. Oui, alors justement, parlons-en de l'hydrogène. Alors, bon, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que le premier moteur à hydrogène, c'est 1800. Le premier moteur à explosion à hydrogène, c'est 1850. Le premier bateau à hydrogène, c'est 1900. Donc on sait faire. Alors pourquoi on ne fait pas? Parce que c'est idiot. Alors pourquoi c'est idiot? Parce que l'hydrogène, pour tous ceux qui ont fait 2 heures de chimie dans leur vie, ils se souviennent que l'hydrogène, on le trouve dans l'eau, ou dans le gaz, méthane ou butane. Donc l'eau, c'est H2O, donc hydrogène plus oxygène. Et le méthane, c'est CH4, donc hydrogène plus carbone. Bon. Or, c'est des molécules très stables. Donc, pour sortir l'hydrogène, il faut dépenser énormément d'énergie. Il faut la monter à 1000 degrés, la séparer et récupérer ce gaz qui n'est vraiment pas un truc... très sympa, mais même quand il brûle, ça fait de l'eau, mais avec de l'oxygène. Mais c'est pas très sympa parce qu'il est très volumineux, donc on est obligé de le comprimer. Et aujourd'hui, si les voitures à hydrogène marchent dans Paris, vous savez pourquoi? C'est grâce au charbon australien. Ah bon? Ben oui. Ah oui, elles sont ravitaillées au charbon australien. Non, c'est le charbon australien permet de casser les molécules de méthane et de faire de l'hydrogène qui est envoyé en Chine. Mais alors tous ceux qui disent que l'hydrogène demain, c'est l'énergie de demain... Oui, etc., my foot, comme disent les Anglais. Non, oui, mon œil. Tout simplement, sauf si, alors je dis un mot, il semblerait qu'il y en ait dans le sol à l'état natif. On vient d'en trouver au Mali. On fait des recherches en France et ailleurs, mais on ne sait pas s'il y en a un peu ou beaucoup. S'il y en a beaucoup, ça pourrait être une solution. Mais sinon, le reste, le bilan hydrogène, alors tous les gens qui nous écoutent, là, n'investissez pas d'argent dans une entreprise qui fabrique de l'hydrogène, vous allez le perdre un jour proche. Voilà ce que dit le professeur Kervas-Doué. À vous de voir. On va en reparler juste après une toute petite pause. Et si vous voulez réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff reçoit aujourd'hui Jean de Kervas-Doué qui nous parle de son livre La Grande Mystification, écologie, une imposture qui ne dit pas son nom. Et on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Jean de Kervas-Doué, La Grande Mystification. Et c'est une intéressante, effectivement, une imposture qui ne dit pas son nom. En fait, jamais, comme vous le savez, une imposture ne dit son nom. Et par exemple, parlons-en des agriculteurs. Vous savez, ici à l'émission, à Sud Radio, on reçoit beaucoup d'agriculteurs. En ce moment, vous avez vu, les mouvements un peu reprennent parce qu'ils sont au bout du rouleau. En tout cas, beaucoup. Je ne dis pas tous, mais beaucoup au bout du rouleau. D'autres en profitent, d'autres pas du tout. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé, cette grande mystification de ce saccage de l'agriculture dont vous parlez, Jean de Kervas-Doué? Alors, on a cru que la nature, en fait, c'est un comportement religieux. C'est-à-dire qu'on a cru que la nature était bonne. Et donc, la nature est naturellement bonne et l'homme est naturellement pollueur. C'est ça. Hein, voilà. Voilà, comme
les insectes qui filent la malaria, tout ça c'est bon. D'ailleurs, pardon de cette parenthèse, mais quand on vous dit que le moustique tigre remonte le long de la vallée du Rhône, oui. La réponse est oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise plus d'insecticides. Mais enfin bon, revenons aux agriculteurs. Revenons aux agriculteurs. Donc, on a cru que la nature était bonne et on a vendu et défendu, avec l'aide de Leclerc, de Carrefour, etc., l'agriculture biologique et à l'aide de grandes subventions. Et on a pénalisé l'agriculture raisonnée en interdisant alors un nombre croissant de produits phytosanitaires. Alors, les écolos parlent de pesticides, mais il n'y a pas d'agriculture sans produits phytosanitaires. Pas plus qu'il y a de médecine sans médicaments. Donc, oui, le phytosanitaire, c'est les médicaments de l'agriculture. Sinon, on voit bien d'ailleurs cette année le drame de la vigne en Bordeaux, et notamment parce qu'il a beaucoup plu. Et donc les gens qui sont passés en bio, ils ont dû mettre du cuivre et encore du cuivre. Enfin, la boulie bordelaise, puisque c'est la seule utilisée pour traiter le mildiou. Et donc cette année, on va avoir de très très mauvaises récoltes et d'assez mauvais vins, sauf dans cette région-là au moins. Donc on a réduit le nombre de produits, on a accru le nombre de normes. Moi, par exemple, je donnais une conférence à la FDSEA, à la Fédération départementale en Bretagne, et j'aime bien les voir. J'aime bien les voir parce que d'abord ils sont très, si j'ose dire, cultivés. Ils sont très internationaux. Et l'un d'entre eux m'expliquait, écoutez, nous avions le monopole de l'exportation des pommes de terre semences en Égypte. On ne l'a plus parce que nous, on ne nous autorise plus qu'un seul produit. Les Néerlandais en ont 2. Mais si on trouve une patate infectée, ils nous renvoient toute la cargaison. Ah, carrément, ouais. Et donc on est en train de perdre un certain nombre de marchés. Aujourd'hui, et je pense que ça va étonner nos auditeurs, aujourd'hui, les surfaces plantées en OGM dans le monde, c'est 220 millions d'hectares, c'est-à-dire 4 fois la surface de la France. Donc il y a 4000 OGM vendus dans le monde. Et en gros, les OGM... Surface vendue en organisme génétiquement modifié, 4 fois la surface de la France. D'accord. Alors, pourquoi ça marche mieux? Tout simplement parce que, au lieu d'utiliser des méthodes archaïques de sélection génétique, parce que le blé, même avant les OGM, il était très, très génétiquement modifié. Donc, et on bombarde des semences avec des rayons X pour les faire muter, etc. Donc, en quoi des mutations aléatoires d'un grain est mieux qu'une mutation raisonnée? Donc ça, c'est quand même, il faut oui, mais alors, attendez, je comprends pas. Moi, ça fait 20 ans qu'on nous dit que l'OGM, c'est le poison, Monsanto, etc. Et nous avons vu Noël Mamère et tous les autres détruire des champs d'OGM aux salutations de la foule en délire. Enfin, alors seulement en France, parce que j'ai découvert assez récemment que Greenpeace, qui mène la bagarre en France, ne la mène pas du tout aux États-Unis, ni du tout en Nouvelle-Zélande. Ah bon? Sur les OGM. Géométrie variable. Très géométrie variable et très conviction variable. Donc ça, c'était parce qu'ils se sont aperçus à un moment donné, les associations, les grandes associations écologiques, qui, il faut le rappeler, ne sont pas financées par le bon Dieu ni par leurs adhérents, mais le plus souvent par des fondations, dont une fondation qui joue un rôle essentiel dans cette affaire, c'est la Fondation Rockefeller. Or, la Fondation Rockefeller, c'est quand même proche de Rockefeller, c'est-à-dire proche de Standard Oil, c'est-à-dire contre le nucléaire, etc., et contre EDF notamment. Donc tout ça n'arrive pas par hasard. Et donc on a pour la première fois un drame, c'est-à-dire que le Sénat qui fait de bons rapports, contrairement aux conférences citoyennes. Donc le Sénat a fait un rapport il y a 10 ans, ce qui est en train d'arriver, que la balance des paiements agricoles, pour la première fois qu'elle existe, va être déficitaire. Elle n'est excédentaire que grâce aux vins et aux spiritueux. Donc on perd de plus en plus de parts de marché. Et pour terminer sur les OGM, une tonne de maïs OGM vaut $200 de plus la tonne que non OGM, tout simplement parce que les grains sont plus sains. C'est-à-dire dans la mesure où vous êtes capable de lutter contre les pestes, que ce soit des chenilles. En fait, l'OGM améliore, vous voulez dire c'est pour ça qu'il est sélectionné. Donc c'est pour ça qu'il est sélectionné. C'est pour éviter d'utiliser des pesticides et qu'il y a un combat naturel entre la plante et ses parasites. Et ses parasites, c'est ça.
Mais alors, comment vous expliquez? Alors, est-ce que c'est toujours justement la science devenue religion? Parce que c'est le gros problème. C'est-à-dire, en fait, c'est qu'on transforme la science. Enfin, on essaye, certains. Mais comment vous expliquez que l'OGM est devenu, en tout cas en 25 ans, en tout cas, ça fait devenu vraiment va des rétro Satanas? Alors, vous l'avez dit, c'est-à-dire que il y a derrière. Donc, il ne faut pas oublier que ces mouvements sont anticapitalistes et décroissants. Donc, Monsanto, c'est le diable. Il faut dire que cette entreprise ne s'est pas toujours bien comportée. Donc, voilà. C'est clair. Oui. Donc, mais de là à dire qu'ils font pas de bonnes choses, etc. Aux États-Unis, par exemple, le glyphosate, qui est un produit absolument extraordinaire, et dont il est très combattu ici. En France, oui. En France, alors, oui. la Food and Drug Administration, qui est l'équivalent de notre HAS, c'est elle qui autorise, a interdit à l'État de Californie de marquer que ce produit pourrait être cancérigène. Il ne l'est pas. On connaissait un truc très étudié, très débattu. Il y a une cohorte sur 45 000 agriculteurs avec... bref, je ne veux pas les détails techniques. Et les alternatives sont pires. Alors, on voit que l'absence du glyphosate pour la SNCF, ça lui coûte 500 millions d'euros, parce qu'ils ont essayé de cramer les mauvaises herbes. Enfin, bon, ils n'y arrivent pas, donc vous les enlevez à la main. Enfin, tout ça, c'est de l'obscurantisme, mais derrière, il y a effectivement l'image de Monsanto, l'image du capitalisme, l'image de la propriété de la nature, enfin, etc., etc. Ouais. Bon. Le capitalisme pollueur, sanguinaire, etc. Il y avait un vieux dessin que j'adorais, c'était deux de nos ancêtres dans une caverne, l'un disait à l'autre, bon, écoute, l'eau est pure, l'air n'est pas pollué, mais pourtant, comment ça se fait? Notre espérance de vie n'est que de 30 ans. 30 ans. Et encore 20 ans à l'époque. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Et pour réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à appeler notre standard au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ah, je ne suis pas le seul, hein. Jean de Kervasdoué aussi, mais enfin, il le fait paisiblement, lui, mais il est dans tous ses états quand il fait l'inventaire. Dans son livre, La Grande Mystification, il a paru chez Albin Michel, qui vient de paraître. Effectivement, on a vu sur la voiture, on a vu sur l'agriculture, tout ce qui se passe est à la fois ignorance d'un côté, croyance de l'autre, crédibilité en plus, etc. Et justement, parlons de la forêt. Vous avez été agroforestier, vous l'êtes toujours, et vous dites, la forêt, comment les écologistes ignorent l'écologie? Vous voulez dire quoi par ça? Tout simplement, vous les avez vus d'ailleurs à la télévision, qui empêche simplement qu'on fasse des coupes. Donc des coupes d'arbres, parce que ça serait anti-écologique. Or, les arbres, ils naissent. D'ailleurs, en France, on est assez écologique, j'y reviendrai. Ils naissent, ils grandissent et ils meurent. Et si on ne les exploite pas, eh bien, ils meurent sur pied, ce qui est très bon pour un certain nombre d'insectes, mais ce qui n'est pas très bon pour la planète, puisque une des qualités du bois, c'est qu'il stocke de l'énergie. Mais oui. Si vous voulez, très curieusement, les gens vont être choqués de ce que je vais dire, mais le bois, c'est l'excrément des arbres. C'est assez joli. C'est-à-dire que les arbres, ils poussent par l'extérieur, et la partie morte, elle reste, et elle stocke du carbone. Et donc, alors... Vous voulez dire l'écorce, enfin, tout... non, mais le bois pousse, encore une fois, par l'extérieur, par l'équivalent des vaisseaux sanguins. Et donc, chaque année, on voit la pousse qui est de 1 demi-mètre. Mais si vous voulez, bon, un peuplier, c'est 20 ans. Un conifère, c'est 60 ans. Un hêtre, c'est 120 ans. Un chêne, c'est 180 ans. Mais si aujourd'hui la France est le leader mondial des tonneaux de chêne exportés dans le monde entier pour le vin, c'est parce que M. Colbert a décidé de planter des forêts pour faire du bois de marine. Mais comme c'est très long, ça met comme quoi, hein, bien M. Colbert. Voilà. Et donc, pour exploiter la forêt, donc on plante et on fait des coupes. Il y a eu longtemps un débat entre les forestiers français et les forestiers allemands d'ailleurs. Mes ancêtres forestiers français étaient pour la régénération naturelle, notamment des hêtres, c'est-à-dire on coupe les grands sujets, mais on garde le couvert
on attend une glandée. Ça ne vient pas tous les ans. Et quand il y a des petits plants, on les laisse pousser. Les Allemands étaient pour les coupes rases et pour planter. Et aujourd'hui, on vous dit, non, il faut, un certain nombre de gens, il faut surtout pas couper les arbres. Il ne faut pas couper les arbres. Alors en plus, la France a un problème, mais depuis très très longtemps, c'est que la France a une grande surface forestière. Beaucoup d'entre elles est mal exploitée. Et celle qui est exploitée, nous vendons du bois pour faire des meubles en Italie. Et maintenant, on vend du bois pour faire des meubles en Chine qui nous reviennent sous forme d'IKEA. Vous savez, c'est cette phrase que je redis très très souvent depuis que je l'ai lu dans un livre formidable. Il dit « Dieu a créé le monde, le reste c'est la Chine ». Je crois que nous avons... Oui, nous avons une auditrice en effet, c'est Elisabeth d'Ariège. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. On vous écoute, Elisabeth. Oui, bonjour. Eh bien, moi, je suis outrée par les propos de votre invité, parce que, pour moi, il connaît rien à rien. Il brosse énormément de choses. Il oublie qu'il y a de plus en plus de pathologies graves et chroniques, des tumeurs, des cancers, maladies de Charcot, etc., et que toutes ces pathologies sont liées à des pollutions graves, pas que agricoles, agroalimentaires aussi, que les insectes sont de plus en plus rares et que ça, c'est catastrophique. Et il a qu'à venir dans les campagnes pour voir. Si les insectes disparaissent, il n'y a plus d'abeilles, donc on ne pourra plus manger. Enfin voilà. Je suis outrée que Sud Radio ait invité quelqu'un comme ce monsieur avec les propos qu'il tient. Voilà. Écoutez, il va vous répondre, ce monsieur. Oui, alors, madame, il se trouve que mon métier, plus que ça, c'est la santé publique. Il se trouve que j'ai créé une école de santé publique avec l'Institut Pasteur. Et il se trouve aussi, mais vous ignorez peut-être ça, que l'espérance de vie en France n'a jamais été aussi longue. Donc, c'est vrai. En train de diminuer, monsieur. Mais bien sûr que non, madame. Bien sûr, mais écoutez, vérifiez vos chiffres. Non, mais écoutez. Non, écoutez, on peut discuter. Non, on peut discuter de tout, sauf des chiffres. Donc voilà. Donc, allez regarder les statistiques de l'INSEE que je regarde tous les mois. Pour la première fois, les hommes en France ont atteint 80 ans d'espérance de vie à la naissance, alors que quand je suis né, moi, en 44, c'était 61 ans. Oui, donc on a mais depuis... Oui, mais attendez. Depuis quelques années, c'est en train de baisser. Mais non, c'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai, madame. Vous connaissez combien de cancers autour de vous, certes? Mais écoutez, madame, encore une fois, madame, écoutez-moi. On ne tombera pas d'accord. Non, mais écoutez simplement, vous avez dit quelque chose, Elisabeth. Il faut écouter. Vous avez dit effectivement, laissons l'espérance de vie. Enfin, effectivement, il y a des chiffres. Mais Elisabeth, vous avez dit oui, mais voyez, les insectes, ça disparaît, etc. Et au fond, ça, vous dites, vous ne connaissez rien parce que vous dites que ça se passe pas du tout dans le sens où ça devrait se passer. C'est là où je voudrais que vous répondiez, Jean de Gervasdoué. Non, alors je terminerai sur la première partie. Il y aura une autre idée que vous avez développée après, simplement pour dire que, comme on ne l'a pas dit, j'ai été le patron de tous les hôpitaux de France et que je me soucie bien entendu beaucoup, comme vous probablement, des gens malades, des malades mentaux et du reste. Simplement, il est vrai que nous finissons tous par mourir de quelque chose et que cette fin de vie se manifeste par des maladies dégénératives malheureusement, des cancers, des maladies cardiaques et le reste. Mais le biais de l'entourage n'est pas une preuve statistique. Alors néanmoins, vous avez dit une chose exacte, c'est vrai que le nombre d'insectes baisse, mais ce n'est pas vrai que la pollinisation baisse. Il y a une très très longue étude sur 80 apiculteurs dont la seule démonstration était de dire qu'il y avait des bons et des mauvais apiculteurs. Alors de là à néanmoins, il est vrai que les insectes et les abeilles se font attaquer par un virus qui s'appelle le Varroa et qu'il y a des morts de colonies. Et c'est vrai aussi que ces insectes se font attaquer par une guêpe, je ne crois pas que ce soit une guêpe, mais un insecte asiatique qui viennent manger leur colonie. D'accord. Et les conséquences, c'est quoi les conséquences sur alors pour le miel, pour le miel, il n'y en a pas. La consommation de miel n'a jamais été aussi élevée dans le monde qu'en ce moment.
Et pour l'instant, la pollinisation, il y a absolument aucun danger. Simplement, c'est vrai que l'usage... Alors le problème des abeilles, c'est qu'elles ont à la fois trop et pas assez à manger. Donc, parce que ça, c'est lié à la monoculture. Donc, quand vous regardez au printemps les champs jaunes, vous voyez que effectivement, dans le colza, elles vont avoir à manger. Et puis après, il n'y a plus rien. Alors c'est pour ça qu'aux États-Unis, notamment, les abeilles voyagent. Donc elles passent l'hiver en Floride, ensuite elles vont en Californie, ensuite, etc., pour pouvoir se nourrir et suivre les floraisons dans le continent américain. Non, mais là, monsieur, je suis désolée, mais bon. Il y a dans les Pyrénées-Orientales, les gens sont obligés de polliniser leurs courgettes à la main. Enfin, non, là, vraiment, je pense que vous avez des éléments qui sont... Voilà, je poursuivrai pas la discussion. Moi, je suis outrée. Tout simplement, il y a des contre-vérités abominables. Merci. Bon, écoutez, chacun a son avis et chacun a son opinion. Elisabeth, vous avez la vôtre. Je crois que nous avons Sébastien. Sébastien, oui, qui nous appelle de Martinique. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais donc intervenir par rapport à des faits que nous suivons depuis quelques années. En 2013, il y a eu un gros mouvement contre le mariage pour tous. Et en fait, un débat qui a été mis au placard, c'est donc les 70% d'OGM qui ont été acceptés, votés au Sénat le 5 juin 2013. Alors nous, on était plus de 5000 personnes devant 1 million de personnes avec des pancartes. On s'en fout de la vie sexuelle des animaux humains. Mais en tout cas, ça a été un des premiers combats qui aujourd'hui nous interdit en Martinique d'être dans une capacité de planter nos légumineuses, c'est-à-dire qu'on nous interdit, on nous traite de hors-la-loi si nous voulons développer nos légumineuses pays, parce que premièrement, les légumineuses sont riches. Je ne vais pas faire la liste, mais en tout cas, pour ne pas rentrer dans le médical, ça accompagne fortement les personnes âgées, parce que dans les EHPAD, elles sont très très mal nourries. Et notamment, le problème du sucre en Martinique, c'est que nous mangeons du sucre toute l'année. On ne nous interdit pas les fruits à pain et poutine qui sont remplis d'amidon. Nous mangeons des pâtes, nous mangeons du riz. En réalité, nous mangeons du sucre toute l'année. Donc, c'est ce qui crée des problèmes d'Alzheimer, des problèmes de pathologie dans tous les sens, neuronaux et autres. Nous avons un très grand médecin qui a été mis au placard parce que justement, en 2 mois, il a soigné Alzheimer. Et c'est un grand naturopathe, Dr Chapelle, qui a écrit 3 grands livres. J'ai envie de pleurer parce que nous sommes en Martinique dans une prison dorée et on nous interdit de tout. Et ensuite, on nous traite d'indépendantistes, alors que nous, tout ce que nous souhaitons, alors que nous avons aimé notre mère patrie, la France, et je le dis haut et fort au nom de tous les Martiniquais qui ont rêvé pour nous la ruée vers l'or, c'était Paris, c'était pas du tout les États-Unis. On a toujours aimé la France, mais aujourd'hui, on se retrouve avec une volonté politique de détruire tout ce qui se met en place pour aider le peuple. Et je crie haut et fort que la France devrait suivre le mouvement Martinique. Alors Sébastien, ça c'est une émission sur la Martinique qu'on va faire et qu'on a déjà fait. Là vous élargissez le problème et je comprends, mais je voudrais qu'on reste un peu sur cette histoire de légumineux. Vous connaissez ça? Non. Oui. Enfin... Dans les inquiétudes réelles, bien sûr, ce ne sont pas les OGM, mais c'est la croissance de l'obésité. Donc, nous avons, pendant longtemps, la France s'est distinguée et nous étions, en gros, beaucoup moins obèses. Mais malheureusement, il y a une croissance de l'obésité, c'est les tout jeunes, c'est les 10 ans. Et c'est dû à quoi? C'est dû à Alors, c'est dû, pour une des choses que vous évoquez, monsieur, à juste titre, c'est dû à l'évolution des habitudes alimentaires. C'est-à-dire que il se trouve qu'historiquement, la manière dont mangent les Français est parfaite. 3 repas par jour, en famille, des fruits et légumes, des produits de saison, tout ça c'est très bien. Mais que malheureusement aujourd'hui, le repas de midi, il est pris en snack rapide, etc.
que beaucoup de... Puis le sucre, ils ont parlé, le Sébastien. sucre caché, réel ou caché, alors notamment dans les boissons, etc. Et que les jeunes adolescents, ce qu'ils mangent, c'est des pizzas, des frites et des produits qui ne sont pas très très bons pour la santé. Alors en plus, les mamans ou les papas, mais les mamans c'est plus fréquent, qui sont célibataires, quand elles rentrent à la maison, que le gamin a commandé une pizza, c'est plus simple que de préparer une viande mijotée comme c'était le cas autrefois. Donc on a un changement des habitudes alimentaires et je terminerai juste en disant un mot, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, ce qui compte, c'est pas tellement les aliments, c'est l'alimentation. Autrement dit, on peut manger de tout, mais à dose mesurée, variée, en suivant les saisons. À consommer avec modération, comme dit le slogan. Je ne sais pas, il est toujours là, Sébastien? Non, il n'est plus là. Justement, je voudrais qu'on aille un peu plus loin et peut-être plus dans le tableau le plus général, Jean de Kervasdoué. Vous dites quand même quelque chose de... Alors effectivement, vous le développez, mais vous dites la République n'a pas besoin de savants. C'est pas mal d'avoir quelques savants quand même. Oui, ça c'est très important parce que alors cette phrase est celle d'un juge qui a donc jugé Lavoisier. Lavoisier qui était l'inventeur de la chimie et l'inventeur de la santé publique, ça j'ai découvert ça récemment, mais qui avait le malheur pour lui d'être fermier général, c'est-à-dire très riche. Et grâce à cet argent d'ailleurs il a fabriqué des instruments de toute beauté. Bref. Lavoisier, poursuivi par le tribunal révolutionnaire, ne demande pas d'avoir la vie sauve, mais demande, ce qui est extraordinaire, de terminer une expérience. Et M. Couffinal dit donc la République n'a pas besoin de savants et il passe à la guillotine. Alors, et il se trouve que j'ai des témoignages de l'Académie des technologies dont je suis membre, de l'Académie des sciences aussi, qui allant voir les présidents de la République et notamment François Hollande en disant écoutez, nous sommes à votre service. N'est pas consulté pendant les 5 ans du quinquennat sur les questions du nucléaire. Alors qu'on décidera à ce moment-là de fermer Fessenheim et M. Hollande voulait fermer quasiment la moitié des centrales nucléaires. Oui, on se rappelle de cela, oui, bien sûr. Alors, vous avez eu la farce qui a été la conférence citoyenne sur le climat. La farce parce que ça a été complètement biaisé par les gens qu'ils ont consultés. Ils n'ont invité aucun membre de l'Académie des technologies, aucun membre de l'Académie des sciences, mais en revanche, ils ont invité Nicolas Hulot, le WWF, etc. Donc on voit bien que alors la situation est en train de changer. Pour la première fois, Monsieur Macron a demandé à l'Académie des sciences un rapport sur l'hydrogène, que je conseille à nos auditeurs de consulter, c'est en libre accès, qui montre que l'hydrogène, c'est vraiment pas une énergie d'avenir. On en a parlé de ça, oui, absolument. Je voudrais peut-être qu'on va encore aborder, et puis c'est le dernier chapitre, effectivement, enfin, dernier volet de notre entretien, mais pas le dernier volet du livre, bien sûr, que je vous recommande. Après cette petite pause, à tout de suite. Et vous pouvez réagir à l'émission, poser votre question en appelant au 0826 300 300. André Berkoff et son invité Jean de Kervasdoué reviennent tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Palier de la table ronde. Alors, votre participation à cette libation, à consommer toujours avec modération, évidemment, vous dites, alors là, vous, carrément provocateur, le réchauffement climatique est excellent pour le vin. Oui, mais enfin, le réchauffement climatique... Mais enfin, c'est pas possible, vous pouvez pas. Le réchauffement climatique, moi j'ai entendu, encore une fois, je le répète, la directrice de France Inter dit quiconque ose mettre en question le réchauffement climatique n'aura pas droit de citer chez nous, radio de service public. Alors, non seulement je ne le remets pas en cause, mais je le reconnais. Non seulement j'ai trouvé ça, et ça m'a amusé, dans les cahiers de la Société de géographie, qui est la plus vieille société savante française. Oui. Et donc, il y a un numéro spécial sur le vin.
Et les grands producteurs de vin, que ça soit en Bourgogne, la Romanée-Conti ou les grands crus de Bordeaux, disent qu'ils n'ont jamais eu autant de bonnes années ou de très bonnes années que depuis 2000. Alors tout simplement parce qu'il fait plus chaud. Alors c'est pas le cas cette année. Hein. Non, mais en gros et objectivement, il y a une qualité de vin car c'est proportionnel à la chaleur et visiblement la vigne qui a un pied pivotant très profond s'adapte bien à ce réchauffement. Vous osez dire que le réchauffement climatique peut avoir du bon ? Ben oui, et notamment, il suffit de regarder d'ailleurs les terrasses de café à Paris. On pense que quand même les jeunes qui les fréquentent plus que les gens de nos âges, eh bien ils sont là à 11h du soir, encore au mois d'octobre. C'était le cas cette semaine au moins. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, donc, vous dites, oui, il y a quelques personnes qui peuvent être assez contentes de cela. Après, il faut voir tout ce qui ne va pas, quand même, de ce point de vue-là. Hein, c'est absolument clair. Mais on arrive à la fin de cet entretien, Jean de Kervasdoué. Vous vous dites, au fond, il faut qu'on ait une autre approche. L'écologie, c'est important. Évidemment, sauvegarder la planète, c'est très important. L'environnement, etc. Évidemment, qui n'est pas d'accord avec cela. Mais vous vous dites, en très gros, n'en faites pas une croyance ou une secte. C'est ça ? Non, moi je dis plusieurs choses. Je dis, le réchauffement climatique a lieu. Deux, il est très vraisemblable que l'espèce humaine joue un rôle important. 3, la contribution de la France dans ce domaine est nulle ou quasiment nulle. Donc ce que se fera la France ou rien, c'est pareil. Par rapport aux autres pays de la planète. Parce que nous rejetons 0,8% des gaz à effet de serre. Ils ont augmenté l'année dernière de 1,2. Donc même si la France disparaissait de la carte, ça ferait quand même plus 0,4. Donc si vous croyez qu'on va interdire à l'Inde d'utiliser son charbon, si vous croyez qu'on va interdire au Sénégal, qui vient de trouver du pétrole, de ne pas le vendre, je crois qu'on se trompe profondément. Et il y a d'ailleurs dans l'écologie un discours colonialiste ou post-colonialiste. Voilà. Bon. Nous, on a le frigo, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, moi, je me suis discuté avec un Indien disant, voilà, il faut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Mais je dis surtout, et enfin, l'essentiel de ce qu'il faut faire politiquement, c'est s'adapter au réchauffement. Alors on voit avec les drames des inondations récentes qu'il faut effectivement repenser la manière dont on organise nos villes, dont on draine les cours d'eau. Il faut penser à la climatisation, il faut penser à des tas de choses auxquelles on n'a pas pensé. Or on a fait l'inverse pour l'instant d'ailleurs. On lutte avec un effet marginal contre le rejet de gaz à effet de serre, alors qu'on dépense très très peu d'argent sur la protection du réchauffement. Merci Jean de Kervasdoué. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, la grande mystification. Lisez-le, faites-vous votre avis.